Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour la correction de 16 exercices niveau seconde sur le chapitre Vision et Images. Donc un chapitre où on parle en réalité de la lumière. Ces 16 exercices, ils sont disponibles dans la description de la vidéo sur 3 feuilles différentes que vous pouvez télécharger pour résoudre les exercices par vous-même avant de visualiser la correction. Dans la première feuille, nous aurons 6 exercices sur la propagation de la lumière. Sur la seconde feuille, on va retrouver également 6 exercices, cette fois-ci sur les spectres lumineux, et donc l'analyse de lumière blanche ou de lumière colorée. Et enfin, sur la troisième et dernière feuille, nous aurons 4 exercices sur les lentilles optiques. Regardons déjà la première feuille sur la propagation de la lumière, avec les 2 premiers exercices qui concernent la vitesse de la lumière et les 4 suivants qui concernent les lois de Snell-Descartes. Commençons par la correction du premier exercice sur la vitesse de propagation de la lumière. Un exercice où on va nous demander de donner un résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc qu'est-ce que cela veut dire de donner un résultat avec 3 chiffres significatifs? Vous voyez que les données de l'énoncé sont écrites avec 3 chiffres significatifs. 4,24 années-lumière et 3,00 pour la vitesse de la lumière. Nous avons donc 3 chiffres à chaque fois. Il s'agit en fait de la précision des données. On considère que pour cet exercice, il est suffisant de travailler avec 3 chiffres significatifs. Si on avait voulu obtenir des résultats plus précis, on vous aurait demandé de donner un résultat avec 4 chiffres significatifs. Et on vous aurait d'ailleurs donné dans l'énoncé des nombres avec 4 chiffres, comme 4,243 années-lumière plutôt que 4,24. Donc il faut essayer en physique de toujours travailler avec le même nombre de chiffres significatifs que ceux qui sont donnés dans l'énoncé. Il ne faut pas trop arrondir nos résultats pour ne pas trop perdre en précision. Donc si les données sont avec 3 chiffres significatifs, je vais donner mes résultats avec 3 chiffres significatifs. Puisqu'en réalité, si on utilise moins de chiffres significatifs, on va perdre en précision. Et si on utilise trop de chiffres significatifs, les derniers chiffres ne seront pas intéressants car ce sont des chiffres incertains. Nous verrons pourquoi dans le deuxième exercice. Commençons donc notre exercice. On sait que la lumière, elle parcourt en 1 seconde 300 000 km. Que nous écrirons 3,00 fois 10 puissance 8 mètres. D'autant que l'on souhaite donner notre résultat final en mètres. Et cherchons à présent à savoir combien de mètres la lumière va parcourir en une année. Pour cela, il nous faut savoir combien est-ce qu'il y a de secondes dans une année. Donc dans une minute, il y en a déjà 60. Puis dans chaque heure, il y a 60 minutes. Nous en sommes donc déjà à 3600 secondes. Et dans une journée, il y a 24 heures. Nous en sommes déjà à présent à 86 400 secondes. Et enfin, il y a 365,25 journées dans une année. Un total donc de plus de 31 millions de secondes pour une année. Et si en une seconde, la lumière parcourt 3,00 fois 10 puissance 8 mètres, en une année, elle va donc parcourir 31 millions de fois cette distance. Et pour être exact, nous allons taper ce calcul sur notre calculatrice. Et nous allons donner le résultat en écriture scientifique, c'est-à-dire un résultat avec des puissances de 10 et un seul chiffre avant la virgule. Et parmi tous les chiffres qui s'affichent sur la calculette, nous n'en laisserons que 3, puisque l'énoncé de l'exercice nous impose de travailler avec 3 chiffres significatifs. Nous gardons donc le 9, le 4 et le 6, que nous arrondissons à 7, étant donné qu'il est suivi d'un 7. Et il fallait calculer la distance à laquelle se trouve Proxima b de la Terre, sachant que la lumière de cette exoplanète, elle met 4,24 années à nous parvenir. Et qu'en une année, la lumière, elle a déjà parcouru 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. En 4,24 années, la lumière, elle aura donc parcouru 4,24 fois 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Donc finalement, Proxima b, elle se trouve à 4,01 fois 10 puissance 16 mètres de la Terre. Nous donnons bien notre résultat en écriture scientifique et en ne conservant que 3 chiffres significatifs, le 4, le 0 et le 1. Passons à présent au deuxième exercice. Il s'agit ici de mesurer la distance entre la Terre et la Lune de manière ultra précise. Pour cela, il y a un centre de recherche qui envoie un rayon laser en direction de la Lune. Ce rayon va rebondir sur des miroirs déposés lors des missions Apollo. Et le centre de recherche va enregistrer le temps que le laser met à revenir sur la Terre. De manière très précise, puisqu'il mesure un temps de 2,429 et vous avez 10 chiffres après la virgule. Commençons d'abord par schématiser l'expérience, ce qui est demandé dans l'énoncé. Le temps enregistré par le centre de recherche, il correspond à la distance parcourue par la lumière lors d'un aller-retour.
Il va donc être possible de calculer ce petit d qui correspond à l'aller-retour, mais qui est 2 fois plus grand que la distance entre la Terre et la Lune. Pour le calculer, nous allons utiliser la relation qui lie la vitesse avec la distance et le temps, où la vitesse sera la célérité de la lumière, qui nous est donnée de manière très précise également dans l'énoncé, et le temps est celui mesuré par le centre de recherche. Isolons donc le petit d pour pouvoir le calculer. Il faut passer le delta t de l'autre côté, et il va se retrouver ainsi multiplié à la vitesse. Et pour obtenir la distance, il va falloir multiplier le temps par la vitesse de la lumière, en utilisant les données de l'exercice qui nous sont fournies avec 11 chiffres significatifs. Donc ce genre d'exercice est très rare, on vous demande généralement de travailler avec 2, 3, voire 4 chiffres significatifs. Mais ici, le but c'est de calculer la distance entre la Terre et la Lune de manière ultra précise. Donc allons-y. Et on ne garde que 11 chiffres significatifs au résultat, car les chiffres qui sont après 728 264 192,42 ne sont pas intéressants. Même le dernier chiffre, on n'est pas vraiment sûr qu'il soit si intéressant que ça. Admettons par exemple que nous disposions d'équipements encore plus précis pour évaluer la vitesse de la lumière ou pour mesurer le temps que met le laser à revenir sur Terre, et qu'on arrive à prendre des mesures jusqu'à 12 chiffres significatifs. Donc si notre nouveau chiffre significatif que nous sommes capables de mesurer c'est un 0, cela ne changera pas le résultat. Mais par contre, si c'est un 9, alors le résultat il va augmenter sensiblement. On va se retrouver cette fois avec 728 264 192,46. 47 même, puisque le dernier chiffre suivant, le résultat est un 9. Donc le deuxième chiffre après la virgule, nous ne sommes pas sûrs si c'est un 2 ou un 7. Le premier chiffre après la virgule, le 4, on est sûr, il correspond au décimètre, on sait que c'est un 4. Et le deuxième chiffre, dont nous ne sommes pas sûrs, il correspond au centimètre, puisqu'il peut varier entre 2 et 7. Coupons la poire exactement en 2 et écrivons que le résultat est 728 264 192,445 mètres, plus ou moins 2,5 cm. Nous ne sommes pas certains. Bon, en tout cas, ce dont nous sommes certains, c'est que la distance que nous avons trouvée, c'est une distance qui s'exprime en mètres, puisque nous avons multiplié des mètres seconde moins 1 pour notre vitesse par des secondes pour notre temps. Il nous reste donc bien des mètres si on vérifie nos unités. Lorsqu'on vérifie les unités de cette manière, on fait ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle, mais nous y reviendrons dans un prochain chapitre. Et nous sommes également sûrs qu'il faut diviser cette distance par 2, car la distance que nous avons calculée correspond à l'aller-retour Terre-Lune de la lumière. Et pour connaître uniquement la distance entre les deux astres, on va diviser le résultat par 2. Donc si on considère depuis le début que le 12e chiffre significatif c'est un 0, alors notre résultat pour la distance Terre-Lune sera 364 132 096 mètres,21. En revanche, si on considère depuis le début que le 12e chiffre significatif aurait été un 9, nous aurions obtenu une distance Terre-Lune de 364 132 096 mètres,23. Donc, coupons une nouvelle fois la poire en deux et mettons que grâce à ces technologies, la distance retenue entre la Terre et la Lune, elle est de 364 132 096 mètres,22. Cela aurait pu être 21 ou 23, donc 1 cm de plus ou 1 cm de moins. Mais en tout cas, la mesure de cette distance, elle est précise au centimètre près pour répondre à la question de l'énoncé. Passons maintenant à l'exercice 3, un exercice sur les lois de Snell-Descartes. Donc, pour cet exercice, il ne faut vraiment pas prendre peur avec l'énoncé, c'est vraiment un exercice typique. On va simplement vous demander d'appliquer la loi de Snell-Descartes. Et pour répondre à la question posée qui est de savoir si le raisin est suffisamment fermenté, il faudra à la fin aller lire sur la courbe le pourcentage de sucre du jus de raisin. Donc avant d'aller lire la courbe, il va falloir trouver l'indice de réfraction du jus de raisin, autrement dit le N2 sur notre figure. Il va donc falloir appliquer la loi de Snell-Descartes, comme nous l'avons fait dans le cours. On disait alors que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Ici, nous connaissons les deux angles, ainsi que l'indice de réfraction du prisme qui est de 1,7. La seule grandeur que nous ne connaissons pas, c'est l'indice de réfraction N1 du jus de raisin. Donc vous commencez à avoir l'habitude, nous allons isoler cette fois N1, et pour ceci, il faut passer le sinus I1 de l'autre côté. Et on se retrouvera donc avec N1 égale N2 sinus I2 sur sinus I1.
Nous pouvons donc passer à l'application numérique. Vous remarquez ici que tous les chiffres de l'énoncé nous sont donnés avec 4 chiffres significatifs. On va donc prendre bien soin de rentrer les 4 chiffres dans la calculette qui est réglée en mode degré et on donnera le résultat avec 4 chiffres significatifs également, puisque l'énoncé nous suggère de travailler avec cette précision. On se retrouve avec un indice de réfraction pour le jus de raisin qui est de 1,358. Et nous pouvons à présent vérifier si le raisin est suffisamment vendangé en lisant sur la courbe qui nous est fournie. Puisque nous savons que notre jus de raisin il a un indice de réfraction de 1,358, il nous suffit d'aller chercher où se trouve 1,358 sur l'axe des ordonnées de notre courbe pour découvrir que le pourcentage de sucre qui correspond à notre jus de raisin il est de 20%, puisque c'est bien l'abscisse qui correspond à cette ordonnée. Et d'après l'énoncé, pour qu'un jus de raisin soit vendangé, il doit contenir 21,5% de sucre. Donc notre jus de raisin, il n'est pas suffisamment vendangé, puisqu'il n'a pas atteint ce pourcentage. Le quatrième exercice à présent, sur un travail pratique effectué par un élève, donc un élève qui fait passer un rayon lumineux dans une cuve d'éthanol pour découvrir quel est l'indice de réfraction de l'éthanol, N2. Donc le rayon lumineux il va passer premièrement dans l'air, dont on connaît l'indice de réfraction, qui est N1 égale 1. Et grâce à ce premier indice de réfraction et au sinus des angles incidents et réfractés mesurés par l'élève, nous allons pouvoir calculer l'indice de réfraction de l'éthanol. Toujours donc grâce à la loi de Snell-Descartes, nous allons devoir calculer le N2. Donc on va isoler N2 et on se retrouve avec une équation N2 égale N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. Puisque en passant le sinus I2 de l'autre côté, il va se retrouver au dénominateur. À partir de là, nous allons avoir deux méthodes possibles. En soi, une valeur pour le sinus de I1 et une valeur pour le sinus de I2, cela suffit pour calculer l'indice de réfraction de l'éthanol. On va regarder la première valeur, par exemple, mesurée pour le sinus par l'élève, donc environ 0,17, puis la valeur du sinus de l'angle réfracté, qui correspond à 0,12, et on va pouvoir donner une valeur pour l'indice de réfraction de l'éthanol, qui sera environ de 1,41. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est très peu précise. Déjà parce qu'on n'arrive pas très bien à lire sur la courbe qui nous est fournie. Moi j'ai lu 0,12 et 0,17, mais vous avez pu lire d'autres valeurs. Et puis l'élève lui-même, lorsqu'il va faire ses mesures expérimentales des angles, il va peut-être pouvoir se tromper de 1, 2, 3 degrés à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a répété l'expérience et qu'il a pris 6 mesures pour les angles. Il a calculé 6 fois les sinus I2 qui correspondent au sinus I1. Donc pour avoir en quelque sorte une valeur moyenne un peu plus précise. Et une fois que l'élève il a tracé sa courbe, il obtient une équation qui est que sinus I2 est égal à 0,735 fois sinus I1. Donc on va remplacer dans notre loi de Snell-Descartes sinus I2 par 0,735 fois sinus I1. Et à partir de là, on peut simplifier dans notre équation en barrant les sinus I1, puisque sinus I1 divisé par sinus I1, ça fera 1. Et finalement, en divisant 1 par 0,735, on se retrouve avec un indice de réfraction de l'éthanol qui est de 1,36. Et cette valeur, elle est bien plus précise, puisque pour l'obtenir, nous nous sommes basés sur les 6 mesures d'angle prises par l'élève. Voyons maintenant le cinquième exercice, toujours sur la propagation de la lumière et les lois de Snell-Descartes. Assez classique ici, puisqu'on vous demande de calculer l'angle de réfraction I2, alors que vous connaissez l'angle d'incidence I1 et les indices de réfraction des deux milieux. Donc dans l'air, N1 vaut 1. Par contre, nous allons avoir ici plusieurs valeurs possibles pour le deuxième indice de réfraction. Ici, on a en fait une lumière polychromatique constituée de 3 radiations de longueur d'onde différentes, une bleue, une jaune et une rouge. Et lorsque ces radiations elles vont arriver sur le second milieu, ici du vert, elles seront toutes réfractées, mais avec des angles différents. Nous devrons donc calculer un angle pour chacune de ces lumières colorées, puisque les indices de réfraction du vert, elles varient légèrement en fonction de la couleur. Nous avons dit qu'il fallait calculer l'angle de réfraction I2, et donc il faut dans la formule de Snell-Descartes isoler le sinus I2. Ainsi, on passe le N2 de l'autre côté et il va se retrouver au dénominateur. Et pour la lumière bleue, nous allons taper sur notre calculatrice une fois sinus de 40 que nous allons diviser par
l'indice n bleu, à savoir 1,516. Et nous allons obtenir 0,4240 pour le sinus de l'angle bleu. Ici, les données de l'exercice nous sont fournies avec 4 chiffres significatifs. Le 1 est d'ailleurs écrit 1,000 pour bien comptabiliser 4 chiffres significatifs. Nous allons donc nous forcer à donner le résultat avec une précision de 4 chiffres significatifs. Et si le 0 est placé avant la virgule, il n'est pas considéré comme un chiffre significatif. Et ce n'est pas fini, puisque nous devons trouver la valeur de l'angle réfracté et non pas de son sinus. Il faut donc taper sinus moins 1 de 0,424 à la calculatrice pour conclure que l'angle réfracté de la lumière bleue, il est de 25,08 degrés, que vous pouvez représenter sur votre schéma sans utiliser de rapporteur, juste en faisant un angle un petit peu plus petit que l'angle d'incidence. Donc on va le faire un petit peu plus rapproché de la normale. Pour la radiation jaune, nous avions le même angle d'incidence et le même indice de réfraction dans l'air, mais l'indice de réfraction dans le verre, il est cette fois de 1,510. Il faut donc sur la calculatrice bien rentrer 1,510 au dénominateur. Et nous allons obtenir avec 4 chiffres significatifs un angle réfracté de 25,19 degrés pour la lumière jaune, que nous pouvons représenter sur le schéma, un petit peu plus éloigné de la normale, puisque l'angle qu'il forme avec elle, pour la lumière jaune, il est supérieur à l'angle formé par la lumière bleue. Et enfin, pour la lumière rouge, nous allons diviser par 1,505, ce qui nous donne un sinus de 0,4271 et un angle de 25,28 degrés, que l'on représente encore plus éloigné de la normale, puisque c'est le plus grand angle. Vous remarquez ici que les valeurs des angles elles sont très proches les unes des autres. C'est pour cela qu'on veut bien que vous travaillez avec 4 chiffres significatifs pour pouvoir avoir une différence entre vos résultats. Enfin, on vous demandait de conclure en citant une propriété du verre mise en évidence. Ce n'est pas une propriété que nous avons vue lors du cours, mais nous en parlerons dans le prochain chapitre. On dira que le verre il est dispersif, puisque même si les trois lumières elles avaient le même angle d'incidence, elles ont toutes été réfractées avec un angle différent. Donc la lumière, elle s'est en fait dispersée. Regardons à présent le dernier exercice, où nous avons un rayon solaire incident qui va pénétrer dans une goutte d'eau. Donc la lumière du soleil, c'est une lumière blanche qui est en réalité constituée de toutes les radiations colorées, allant du bleu jusqu'au rouge. C'est ce que nous verrons au prochain chapitre. Donc ici, la lumière du soleil, elle entre dans la goutte d'eau, avec un angle d'incidence de 50 degrés. Ensuite, le rayon solaire il va rebondir sur le fond de la goutte d'eau, puis ressortir. On appellera le rayon qui sort le rayon émergent. Pour la première question, on nous demande de calculer les angles de réfraction. Du classique, donc vous savez faire, il faut isoler le sinus de I2 pour pouvoir ensuite aller calculer I2. Sauf que ici, nous allons avoir deux calculs différents à faire, étant donné qu'il y a deux valeurs d'indice de réfraction pour l'eau. Un qui est pour le rayonnement violet, 1,344, et un qui est pour le rayonnement rouge, 1,331. Commençons par l'angle réfracté rouge. Le N1, nous le connaissons, c'est l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1. L'angle d'incidence I1, il vaut 50 degrés, quoi qu'il en soit. Et l'indice de réfraction dans l'eau, pour le rayon rouge, c'est 1,331. Si on fait l'application numérique ici, on trouve en divisant 1 fois sinus de 50 par 1,331 que le sinus de l'angle rouge il vaut 0,576. Laissons ici le résultat avec 3 chiffres significatifs, puisque une partie des données de l'exercice nous sont données avec 3 chiffres significatifs, comme le 1,00 et le 50,0, et on a une autre partie qui nous est donnée avec 4 chiffres significatifs, comme 1,331 et 1,344. Dans ce cas-là, on va choisir la moins précise des deux données. Donc on va choisir de travailler avec 3 chiffres significatifs. Et le calcul n'est bien évidemment pas fini. Nous avions trouvé le sinus de l'angle rouge et il fallait trouver la valeur de l'angle rouge en degrés. Donc il faut faire sinus moins 1 sur la calculette et trouver finalement que l'angle rouge vaut 35,1 degrés. Passons maintenant à l'angle violet. Donc les valeurs de l'angle incident et de l'indice de réfraction de l'air ne changent pas.
mais cette fois on les divise par l'indice de réfraction dans l'eau du rayonnement violet, à savoir 1,344. Du coup, nous trouvons cette fois une valeur pour le sinus de l'angle violet qui est de 0,570. Et l'angle réfracté violet, lui, il va valoir 34,7 degrés. Et on vous demande à la question 2 d'en déduire la valeur des angles de déviation de ces rayonnements. Attention, ici, ce n'est pas quelque chose que nous avons vu dans le cours, mais il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Si on vous demande quelque chose qui n'a pas été vu en cours, c'est que les informations nécessaires sont fournies dans l'énoncé. L'angle de déviation, ici, c'est l'angle qui va ressortir de la goutte d'eau. Et il vaut 4 fois l'angle réfracté moins 2 fois l'angle incident. Une formule plutôt facile à appliquer pour un élève de seconde, mais qui n'est pas au programme, qu'on ne voit pas pendant le cours. Par contre, elle est bien fournie dans l'énoncé. Alors par contre, si l'angle incident est le même depuis le début et qui vaut 50 degrés, nous savons qu'il y a deux valeurs possibles pour l'angle réfracté. Une pour le rayonnement rouge, qui est de 35,1 degrés, et une pour le rayonnement violet, qui est de 34,7 degrés. Nous aurons donc deux calculs différents à effectuer. Nous allons trouver deux angles de déviation. Pour l'angle rouge, nous trouvons en faisant 4 fois 35,1 moins 2 fois 50 un angle dévié rouge de 40,4 degrés. Et pour l'angle dévié violet, nous trouvons en faisant 4 fois 34,7 moins 2 fois 50 un angle de déviation de 38,8 degrés pour le rayonnement violet. La dernière question demande un petit peu plus de réflexion. On souhaite ici que vous expliquiez pourquoi la lumière se disperse. Eh bien, vous aviez initialement un rayon de soleil, que l'on appelle une lumière blanche, qui, ça nous verrons au prochain chapitre, est composée de plusieurs radiations colorées. Et chacune de ces radiations colorées, à l'image des radiations rouges et violettes, comme vous venez de le montrer par le calcul, vont avoir des angles réfractés différents lorsqu'ils vont entrer dans la goutte d'eau. Puis lorsqu'ils vont rebondir au fond de la goutte et ressortir, ils auront finalement des angles déviés qui seront encore plus différents. Et c'est pour cela qu'en sortant de la goutte d'eau, nous allons pouvoir observer les différentes radiations colorées qui auront toutes été déviées avec un angle différent. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion de la lumière blanche. C'est ce que vous pouvez observer lorsque se forment des arcs-en-ciel. Passons maintenant à la seconde feuille d'exercice sur les spectres lumineux, où nous allons justement parler de lumière blanche et de lumière colorée. Surtout de lumière blanche dans les deux premiers exercices d'ailleurs, puis de lumière colorée dans les 4 exercices suivants. Commençons tout de suite avec la correction du premier de ces 6 exercices, où nous observons 3 spectres continus émis par une lampe à filament. Il y a un de ces 3 spectres qui correspond à la lampe lorsqu'elle est alimentée normalement, un autre qui correspond à la lampe lorsqu'elle est sous-alimentée, et enfin il y en a un qui correspond à la lampe suralimentée. On vous demande d'identifier quel spectre correspond à quelle situation. Comme nous l'avons vu dans le cours, plus un corps est chaud, plus il va émettre de radiations colorées. Un corps froid, il n'émettra que des infrarouges. Puis un corps légèrement chaud, il va émettre des radiations rouges, voire oranges. Et enfin, lorsqu'un corps a une température très élevée, il émettra toutes les radiations lumineuses jusqu'au bleu. Et le spectre du coup qui va correspondre au régime de fonctionnement normal de la lampe est celui du milieu. La lampe elle est alimentée normalement et elle possède une température intermédiaire à ce moment-là. Tandis que le spectre qui va correspondre à la lampe sous-alimentée, ce sera le premier. Ici, la lampe elle ne reçoit pas encore assez d'énergie pour atteindre sa bonne température. Et la lumière produite elle est plutôt jaune. Et enfin, le spectre correspondant à la lampe suralimentée, c'est le troisième. La lampe ici, elle reçoit trop d'énergie et elle se met à émettre toutes les radiations jusqu'au domaine bleu-violet. Donc elle doit avoir à ce moment-là une couleur blanche, voire bleutée. Deuxième exercice, toujours dans le même esprit, où on vous demande déjà de décrire 3 spectres avant de donner la température de chacun. Concernant la description de ces spectres, on peut déjà dire que ce sont tous les 3 des spectres continus, puisqu'ils sont émis par des corps chauds. On observe d'ailleurs une continuité dans les couleurs sans interruption, on n'observe pas de raies. Par contre, ces spectres, ils émettent tous des radiations dans un certain intervalle. Le premier, il va émettre toutes les radiations comprises entre 380 et 780 nanomètres. Le second, lui, il émet toutes les radiations colorées comprises entre 500 et 780 nanomètres.
Et enfin, le dernier, il émet toutes les radiations colorées qui sont comprises seulement dans l'intervalle entre 650 et 780 nanomètres, à peu près. Et cette variation d'intervalle, elle correspond à la température du corps chaud, comme nous l'avons vu dans le cours et dans le premier exercice. Donc un corps froid, comme le nôtre, va émettre des ondes infrarouges, mais un corps que l'on va chauffer jusqu'à 800 degrés, il va commencer à émettre de la lumière visible, et notamment toutes les radiations colorées rouges. Le corps chauffé à la température de 800 degrés, il correspond donc au troisième spectre, et à cet instant, le corps chauffé, il aura une couleur rouge. Maintenant, si on continue de chauffer le corps jusqu'à une température de 1500 degrés, il va commencer à émettre davantage de radiations, et notamment des radiations orange, voire jaune. Sa couleur globale sera alors orangée. Et le spectre qui correspond à cette température de 1500 degrés Celsius est celui du milieu. Et enfin, lorsque la température du corps chaud atteint les 3000 degrés, il va être capable d'émettre toutes les radiations colorées jusqu'au bleu. Et sa couleur, elle sera alors blanche, puisque la somme de toutes les radiations colorées, comme nous l'avons vu dans le cours, ça nous donne la couleur blanche. Passons à présent au troisième exercice, avec cette fois-ci des lampes spectrales, qui vont donc produire des lumières colorées en fonction du gaz utilisé. Puisque nous l'avons vu dans le cours, chaque gaz est capable d'émettre des radiations à des longueurs d'onde qui lui sont propres. Tout d'abord, pour répondre à la première question de l'exercice, nous sommes ici en train de regarder un spectre discontinu, puisqu'il apparaît seulement quelques radiations colorées sur un fond noir. Et si on a quelques radiations sur un fond noir, il s'agit d'un spectre de raie d'émission, qui provient d'un certain gaz. Maintenant, pour répondre à la seconde question de l'exercice et identifier le gaz dont il s'agit, il va falloir regarder dans le tableau de données quelles sont les radiations caractéristiques de chacun de ces trois gaz qui nous sont proposés. Si on regarde notre spectre d'émission, on constate une première raie aux alentours de 410 nanomètres. Jusque-là, ça peut être aussi bien de l'hydrogène que du lithium ou du mercure, puisqu'ils émettent tous une radiation colorée aux alentours de 410 nanomètres. Si on regarde un petit peu plus loin la deuxième raie de ce spectre, on constate qu'elle est aux alentours de 430 nanomètres, ce qui élimine donc le lithium, puisqu'il n'a pas de radiation de cet ordre de longueur d'onde. Sa deuxième radiation, elle est pour lui à 497 nanomètres, donc elle serait beaucoup plus loin sur le spectre. Ainsi, on est sûr que le spectre de raie ne correspond pas au lithium. Enfin, si on regarde la troisième raie colorée du spectre, on constate qu'elle est située avant les 500 nanomètres. Ainsi, notre tube de verre qui sert à produire la lumière, il ne peut pas non plus être constitué de mercure, puisque la troisième radiation du mercure, elle se trouve à 546 nanomètres, donc bien au-delà. Notre lampe est donc forcément une lampe à hydrogène. D'ailleurs, la dernière radiation, elle est mise juste après les 650 nanomètres, ce qui correspond parfaitement au spectre d'émission de l'hydrogène. Passons à présent au quatrième exercice où nous observons grâce à un spectre la lumière émise par un feu d'artifice. Nous avons ici une série de questions pour analyser le type de lumière émise. Tout d'abord, on nous demande pourquoi le spectroscope il permet d'observer la dispersion de la lumière. Le spectroscope, comme nous l'avons vu dans le cours, c'est un appareil qui va nous permettre d'observer les spectres lumineux. Et dans le cas d'une lumière blanche, comme celle qui est émise par le Soleil, nous observons bien un spectre continu, un spectre qui contient toutes les radiations colorées. Le spectroscope, il agit donc comme un prisme qui disperse les différentes couleurs contenues dans la lumière blanche. Un peu comme agissent les gouttes d'eau qui nous permettent d'observer les arcs-en-ciel. On nous demande ensuite si la lumière émise par le feu d'artifice, elle est polychromatique ou monochromatique. Et bien que le spectre soit discontinu et ne contienne pas toutes les radiations lumineuses, il en contient tout de même plusieurs, 4 en l'occurrence. C'est donc une lumière polychromatique constituée de 4 radiations lumineuses. Enfin, pour décrire le spectre plus précisément, on peut dire qu'il s'agit d'un spectre de raie d'émission. Un spectre de raie puisqu'il est discontinu et un spectre d'émission puisqu'il est sur fond noir. On observe uniquement les 4 radiations qui sont émises. Pour la troisième question, on nous demande quelle est la longueur d'onde de chaque rayonnement monochromatique. Et pour donner des valeurs exactes de ces 4 radiations colorées, nous pouvons vérifier l'échelle qui est fournie par le document. En effet, ici nous avons un spectre qui va de 450 nanomètres à 700 nanomètres, et sur mesure à la règle, on constate que cela correspond à 7,5 cm sur le document. Et puisque l'on sait que 7,5 cm correspondent à 250 nanomètres de longueur d'onde, on peut retrouver à combien de nanomètres correspondent 1 cm. On fait pour cela un produit en croix, c'est-à-dire que l'on multiplie les valeurs se trouvant sur une diagonale entre elles. Ainsi, x fois 7,5 est égal à 250 fois 1. Et on trouve finalement que x est égal à 250 divisé par 7,5 en l'isolant.
Donc X il vaut 33,3 nanomètres. Donc si on mesure une distance de 1 cm sur le document, cela correspondra à une longueur d'onde de 33,3 nanomètres. Par exemple, notre première radiation, elle se trouve à 0,3 cm du départ du spectre. Et si 1 cm correspond à un écart de 33,3 nanomètres, alors 0,3 cm, cela correspondra à un écart de 9,9 nanomètres. On peut pour cela refaire le produit en croix. Et on va être capable de donner la première radiation qui est à 459,9 nanomètres. Puisque le début du spectre est à 450 nanomètres, on doit rajouter 9,9 nanomètres, qui correspondent aux 0,3 cm mesurés. Concernant la seconde radiation, elle se trouve à 1,4 cm du début. Donc 1,4 cm, cela correspond à 46,6 nanomètres. Pas besoin de refaire à chaque fois le produit en croix, il suffit en fait de multiplier la distance que l'on vient de mesurer par 33,3, étant donné que 1 cm correspond à 33,3 nanomètres. Donc cette seconde radiation, elle correspond à une longueur d'onde de 496,6 nanomètres, puisque l'on rajoute ces 46,6 nanomètres au départ du spectre qui lui se situe à 450 nanomètres. Pour la troisième radiation, même méthode, on mesure à présent 4,7 cm, et puisque 1 cm ça correspond à 33,3 nanomètres, 4,7 cm ça correspond à 156,3 nanomètres. Ainsi, notre troisième radiation, elle a pour longueur d'onde 450, le départ du spectre, plus 156,5, les 4,7 cm mesurés, soit une longueur d'onde de 606,5 nanomètres. Et pour notre quatrième radiation, on vient mesurer un écart de 6,5 cm avec le début du spectre. Cet écart correspond donc à 216,5 nanomètres. Ainsi, notre quatrième radiation, elle a pour longueur d'onde 450 plus 216,5, soit 666,5 nanomètres. Nous avons donc déterminé les 4 radiations colorées qui sont émises lors de ce feu d'artifice de manière plutôt précise. Et pour résumer, nous avons trouvé une première radiation à 459,9 nanomètres, une seconde à 496,6 nanomètres, une troisième à 606,5 nanomètres et la dernière à 666,5 nanomètres. Pour la question 4, on nous demande d'identifier quel élément chimique correspond à ce spectre de rais d'émission. Et à quelques erreurs de mesure près, on se retrouve très proche des radiations qu'est capable d'émettre le lithium. 459,9 au lieu de 460, 496,6 au lieu de 497, etc. L'élément chimique qui correspond est donc bien le lithium et non le sodium. Passons à présent au cinquième exercice où nous allons voir le troisième et dernier type de spectre. Donc avant de s'intéresser à ce dernier spectre, on vous demande de nommer les deux premiers spectres fournis qui correspondent aux éléments du titane et du nickel. Leurs noms, ce sont respectivement le spectre de rais d'émission du titane et le spectre de rais d'émission du nickel. Ce sont des spectres de rais car ils sont discontinus et des spectres d'émission puisqu'ils sont sur fond noir et ne montrent que les radiations qui sont émises par le titane et le nickel. On vous demande ensuite d'expliquer pourquoi le spectre de l'étoile il a cette allure en utilisant les mots qui vous sont donnés dans l'énoncé, à savoir spectre ou fond continu, ray d'absorption, photosphère, atmosphère, chaude et plus froide. Et la photosphère, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il s'agit de la couche externe de l'étoile, de sa surface. On peut donc dire qu'il s'agit d'une couche chaude et que c'est elle qui va émettre un spectre continu, puisqu'une étoile est un corps chaud, à l'image du Soleil, qui émet un spectre continu. Quant à l'atmosphère, il s'agit d'une couche de gaz qui enveloppe l'étoile ou la planète. C'est donc une couche plus froide où se trouvent des gaz qui vont, comme nous l'avons vu dans le cours, être capables d'absorber certaines radiations produites par l'étoile. Enfin, et c'est pour cela que lorsqu'on observe l'étoile, on observe un spectre discontinu, donc sur fond coloré, puisque l'étoile est très chaude et qu'elle émet toutes les radiations, mais avec quelques raies noires qui correspondent aux radiations qui ont été absorbées par les gaz présents dans l'atmosphère de l'étoile. Et comme nous l'avons vu dans le cours, il s'agit d'un spectre de raies d'absorption, des raies noires sur un fond coloré. Ensuite, on vous demande ce que l'on peut déduire de la composition de cette étoile à partir des spectres qui vous sont fournis. Eh bien, on peut constater que parmi les 3 raies noires se trouvant dans le bleu, il y en a 2 qui correspondent parfaitement aux radiations que le titane est capable d'émettre. On peut donc affirmer que l'atmosphère de l'étoile, elle contient du titane qui va absorber ces radiations. Ensuite, la raie verte émise par le nickel, elle n'apparaît pas sur le spectre d'absorption de l'étoile.
Donc l'atmosphère de l'étoile ne possède pas de nickel. Enfin, sur le spectre d'absorption de l'étoile, il reste quelques raies noires, ce qui signifie que l'atmosphère de l'étoile, finalement, elle va contenir encore un ou plusieurs gaz en plus du titane. Mais qu'en l'état actuel des choses, avec les spectres qui nous sont fournis, on n'est malheureusement pas en mesure d'identifier quels sont ces gaz. Passons maintenant au dernier exercice, toujours avec un spectre d'une étoile à analyser. On nous demande à la première question quel est l'intérêt de fournir le spectre de l'argon. Et c'est vrai que le spectre de l'argon, il ne présente pas des raies qui sont alignées avec le spectre de raies d'absorption de l'étoile. Il n'est donc pas présent dans l'atmosphère de l'étoile et il ne semble pas être d'une grande utilité. Sauf que sur ce spectre, on peut voir clairement quelles sont les longueurs d'onde des radiations émises par l'argon. Et ces longueurs d'onde, elles vont nous permettre de créer une échelle pour savoir quelles sont les radiations absorbées par les gaz de l'étoile. Mais avant de faire ce travail et d'établir l'échelle, nous allons répondre à la deuxième question et expliquer la différence entre les deux spectres. Vous commencez à en avoir l'habitude et à bien connaître les types de spectres. Le premier, c'est un spectre de raies d'absorption. Il s'agit d'un spectre à fond coloré, puisque l'étoile émet initialement toutes les radiations colorées, mais qui présente quelques raies noires, puisque les gaz qui sont dans son atmosphère ont absorbé quelques-unes des radiations. Et le deuxième spectre est un spectre de raies d'émission. C'est un spectre discontinu sur fond noir, où l'on observe uniquement les longueurs d'onde de radiation que l'argon est capable d'émettre lorsqu'il est excité. Passons à présent à la troisième question, où on souhaite savoir maintenant quelles sont les longueurs d'onde des raies présentes dans le spectre de l'étoile. Quelle est donc la longueur d'onde de ces raies noires qui ont été absorbées? Et on va commencer par établir une échelle, comme nous l'avions fait tout à l'heure dans l'exercice 4. Ici, le 0 de la règle, il semble aligné avec la longueur d'onde 450 nanomètres, alors que le 11 cm de la règle, il semble aligné avec la longueur d'onde 668 nanomètres. Et par conséquent, un écart de 11 cm sur notre document correspond à un écart de 238 nanomètres de longueur d'onde, puisque entre 668 nanomètres et 450 nanomètres, il y a exactement 238 nanomètres. Et à partir de là, on va pouvoir établir notre échelle, comme tout à l'heure, et découvrir combien de longueurs d'onde correspondent à 1 cm. Et tout cela grâce à un produit en croix, puisqu'en multipliant les nombres des diagonales, on se retrouve avec x fois 11 est égal à 238 fois 1. Autrement dit, x est égal à 238 divisé par 11, soit 22. Et notre x, c'était le nombre de nanomètres qui correspondent à 1 cm sur le document. À partir de là, on va facilement pouvoir déterminer la longueur d'onde de chacune des radiations absorbées dans l'atmosphère de l'étoile. La première, elle se trouve exactement à 1 cm du début de la règle, et on sait que 1 cm, cela correspond à 22 nanomètres. Et puisque la règle commence à 450 nanomètres, la première radiation se situe exactement à 472 nanomètres, 450 plus 22. La seconde radiation, quant à elle, se situe à 1,8 cm du début de la règle. Et puisque l'on sait que 1 cm vaut 22 nanomètres, en faisant notre produit en croix, on trouve que x fois 1 est égal à 22 fois 1,8, soit 40 nanomètres. La deuxième radiation, elle est donc à 490 nanomètres, puisque l'on rappelle que le 0 de la règle commence à 450 nanomètres. Cette radiation se trouve 1,8 cm plus loin. Elle se trouve donc à 450 plus 40, soit 490 nanomètres. La troisième radiation se trouve à 2,1 cm. Chaque centimètre représente 22 nanomètres. Cette radiation elle se trouve donc à 46 nanomètres du début du spectre. Le début est à 450, 450 plus 46. Cette troisième radiation a une longueur d'onde de 496 nanomètres. La quatrième radiation, elle se trouve à 2,7 cm, ce qui correspond à 59 nanomètres du début du spectre. Donc 59 plus 450, la quatrième radiation absorbée au niveau de l'atmosphère de l'étoile, elle est de 509 nanomètres. La cinquième radiation, à présent, on répète le procédé et on trouve que puisqu'elle est à 6,8 cm du début, elle est à 150 nanomètres du début du spectre. Et que cette cinquième radiation, donc, elle est de 600 nanomètres. La sixième et avant-dernière radiation se trouve à 7 cm du départ, et donc à 154 nanomètres du départ, qui lui est à 450 nanomètres. La sixième radiation est donc une radiation de longueur d'onde 604 nanomètres. Enfin, la dernière radiation absorbée dans l'atmosphère de l'étoile se situe à 10,3 cm du départ.
ce qui correspond à un écart de 227 nanomètres, et comme le départ est à 450 nanomètres, cela nous fait une dernière radiation qui est de 677 nanomètres. Donc pour résumer, grâce à l'échelle établie avec la règle et avec le spectre de l'argon, on a pu découvrir toutes les longueurs d'onde correspondantes aux radiations absorbées par l'étoile, par l'atmosphère de l'étoile, à savoir 472 nanomètres, 490 nanomètres, 496, 509, 600, 604 et 677 nanomètres. Passons maintenant à la dernière feuille d'exercice où nous allons cette fois corriger 4 exercices sur les lentilles optiques. Et nous allons voir comment construire des images à travers celles-ci. Commençons avec le premier exercice qui a pour avantage de débuter par un petit texte à trous et de nous rappeler la leçon. Donc en complétant ce texte à trous, ça va nous rafraîchir la mémoire et nous aider à correctement construire notre image dans la deuxième partie de l'exercice. À la première phrase, on vous demande à quoi sont parallèles les rayons incidents qui vont converger vers le foyer image. Eh bien, ce sont tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, qui vont, en sortant de la lentille, converger vers le foyer image. On vous demande ensuite, à la question B, quels sont les rayons qui vont émerger, donc sortir de la lentille, en étant parallèles à l'axe optique. Et bien dans ce cas-là, ce sont tous les rayons qui passent par le foyer objet avant de rentrer dans la lentille. Enfin, on vous demande quels sont les rayons incidents qui ne sont pas déviés par la lentille. Et les rayons qui ne sont pas déviés, ce sont tous ceux qui passent par le centre optique. Enfin, à la question D, on vous demande la mesure algébrique qui correspond à la distance focale d'une lentille. Et comme nous l'avons vu dans le cours, c'est la distance entre le centre optique de la lentille et son foyer image, qui correspond à la distance focale. Donc la mesure algébrique OF' correspond à la distance focale qui est propre à chaque lentille, puisque chacune aura des foyers plus ou moins éloignés qui permettront d'obtenir des images plus ou moins grandes. Passons à présent à la deuxième partie de l'exercice où nous allons construire l'image A'B' grâce à des rayons particuliers. Le point A', il sera sur l'axe optique et le point B', c'est celui que nous allons déterminer grâce aux rayons particuliers dont nous venons de parler dans le petit texte à trous. On peut commencer par tracer le rayon passant par le point B et par l'axe optique qui ne sera pas dévié. Ensuite, on peut tracer notre rayon parallèle à l'axe optique, qui en sortant de la lentille, devra passer par le foyer image F'. Et grâce à ces deux rayons, nous avons déjà trouvé notre point B' et déterminé la position de notre image. Mais traçons tout de même le troisième rayon particulier pour être sûr qu'il rejoint bien les deux premiers et que nous n'avons pas fait d'erreur de tracé. Ce troisième rayon, c'est celui qui passe par le foyer objet avant de rentrer dans la lentille et qui, par conséquent, en sortant, sera parallèle à l'axe optique. Il vient bien couper les deux premiers rayons, ce qui signifie que nous avons été suffisamment précis dans nos tracés. Nous avons donc déterminé le point image B', on retrouve le point image A' en venant couper l'axe optique perpendiculairement. Et nous avons bien construit notre image A'B'. Maintenant, pour répondre à la question B, l'image que nous venons d'obtenir, elle est réelle, étant donné qu'elle se forme de l'autre côté de la lentille. Et elle est renversée, étant donné que B' se situe en dessous de l'axe optique. L'image A'B' est donc dans le sens inverse par rapport à l'objet AB. Nous allons maintenant mesurer certaines distances algébriques, à commencer par la taille de l'objet AB, qui mesure 2 carreaux. Donc 2 carreaux, ça fait 1 cm. Maintenant, la distance entre le foyer image et le centre optique, OF', elle est de 4 carreaux, donc de 2 cm. La mesure algébrique est bien positive puisqu'elle se trouve à droite de la lentille. À présent, l'image A'B', elle mesure 1 cm. Attention, on demande des mesures algébriques, il faut donc ici mettre un moins puisque l'image, elle est renversée. Le point B' se trouve en dessous de l'axe optique. La distance entre l'objet et le centre optique, OA, elle est de 4 cm. Il faut ici bien mettre un moins également, étant donné que tout ce qui se trouve en dessous de l'axe optique ou à gauche de la lentille est négatif. La distance entre le centre optique et le point image A' vaut, elle, 4 cm. Elle est positive, c'est une mesure algébrique positive, puisque tout ce qui se trouve à droite de la lentille ou au-dessus de l'axe optique est positif. On nous demande maintenant de calculer la vergence de la lentille. La vergence, c'est une grandeur qui va directement dépendre de la distance focale de la lentille. Nous avons d'ailleurs rappelé dans la première partie de l'exercice que la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique d'une lentille de son foyer image.
et donc la distance OF' que nous venons de mesurer et qui vaut 2 cm. Attention ici, pour calculer la vergence, il faut bien que la distance focale de la lentille soit exprimée en mètres, ce qui nous donnera un résultat en dioptrie. Il faut donc convertir 2 cm, ce qui nous fait 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Puis on applique la formule en divisant 1 par 2 fois 10 puissance moins 2 pour trouver que la vergence de la lentille, elle est de 50 dioptries, de symbole delta minuscule. Pour la question petit e, on souhaite calculer le grandissement, qui est donné soit par le rapport entre OA' et OA, que nous avons mesuré à la question C, soit par le rapport entre l'image A'B' et son objet AB. Que l'on choisisse OA', OA ou A'B' et AB, on va se retrouver avec le même résultat, et c'est bien normal, à savoir que le grandissement gamma, il vaut moins 1. Or, nous avions vu dans le cours que si le grandissement il vaut 1 ou moins 1, cela signifie que l'objet et son image sont de même taille. Pour répondre à la question petit f, donc, l'image est de même dimension que l'objet. Enfin, s'il y a un signe négatif devant le grandissement, cela n'a rien à voir avec la taille de l'image. Le moins est juste ici pour signifier que l'image elle est renversée par rapport à l'objet, que les deux sont dans le sens contraire. Passons au deuxième exercice maintenant, où on vous demande avec plus d'autonomie d'aller construire l'image d'un objet AB de 2 cm en utilisant une lentille convergente de distance focale 3 cm qui se trouve à 9 cm de l'objet. Pour répondre à la première question de l'exercice, il va falloir construire l'image pour pouvoir déterminer sa position, sa taille et son sens. Donc pour vos constructions en optique, l'idéal c'est de faire vos tracés sur des feuilles à petits carreaux. Surtout s'il n'y a pas de zone prévue sur le polycopier, comme c'est le cas pour cet exercice 2, eh bien ces petits carreaux ils sont très pratiques puisque chacun mesure 5 mm, donc vous allez facilement visualiser les distances de quelques centimètres. Commençons déjà par la base en plaçant notre axe optique, delta, puis représentons la lentille avec une double flèche, et enfin notons le centre optique O. Ensuite, nous pouvons placer les foyers image et objet de notre lentille. Il s'agit d'une lentille de distance focale 3 cm, c'est-à-dire que nous allons placer le foyer image f' sur l'axe optique à 6 petits carreaux du centre, puisque chaque petit carreau mesure 0,5 cm. Et notre foyer objet f, il sera également de l'autre côté sur l'axe optique à 6 petits carreaux également, soit 3 cm. Voilà qui est fait pour la lentille. Passons à présent à l'objet AB qui se situe lui à 9 cm de la lentille, donc à 18 petits carreaux. En sachant qu'il mesure 2 cm, on le représentera par une flèche verticale de 4 petits carreaux. Le point A, lui, il est placé sur l'axe optique et le point B est placé au-dessus. Nous pouvons maintenant passer à la construction de l'image en traçant les rayons particuliers. Commençons par le faisceau lumineux qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Continuons avec le faisceau parallèle à l'axe optique qui, en sortant de la lentille, va émerger vers le foyer image f'. Nous avons à ce moment-là déjà trouvé la position de notre point B'. Mais traçons tout de même notre dernier rayon particulier pour être sûr que notre construction soit bien correcte. C'est le rayon qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique. Ce troisième rayon, s'il rejoint bien les deux premiers, c'est que notre construction elle est correcte. Et nous pouvons placer notre point A' au même niveau que B', mais sur l'axe optique. Nous avons donc construit notre image A'B' et nous pouvons répondre aux questions de l'énoncé. Commençons par la position de cette image A'B'. Le point A' se situe à 9 petits carreaux du centre optique, ce qui correspond à une distance de 4,5 cm. L'image se forme donc à 4,5 cm de la lentille. Intéressons-nous à présent à sa taille, qui est de 2 petits carreaux seulement, soit 1 cm. Il s'agit donc d'une image réduite par rapport à l'objet. Enfin, concernant le sens, elle est orientée vers le bas, puisque le point B' se situe en dessous de l'axe optique. Il s'agit donc d'une image renversée par rapport à l'objet. D'ailleurs, souvenez-vous que lorsque la mesure d'une image est effectuée en dessous de l'axe optique, on va donner la mesure algébrique A'B' négativement. Donc la mesure algébrique A'B', elle vaut ici moins 1 cm. La deuxième question de l'exercice, très classique, on nous demande de déduire de notre construction la valeur du grandissement. On divise donc la taille de l'image par celle de l'objet. Moins 1 divisé par 2, c'est égal à moins 0,5. 0,5 puisque l'image est réduite et moins puisqu'elle est renversée.
Ceux qui ont choisi de diviser la distance entre l'image et la lentille par la distance entre l'objet et la lentille trouvent évidemment le même résultat, puisque 4,5 divisé par moins 9, ça nous donne également moins 0,5. Passons au troisième exercice où on propose de projeter l'image d'un jouet en forme d'arbre à travers une lentille de distance focale 12 cm. Et pour la première question, on vous demande de placer les foyers objet et image sur la figure. Le foyer image se situe à 12 cm de la lentille, puisque par définition, une lentille de distance focale 12 cm aura son foyer image à 12 cm de son centre optique. Puisqu'on vous donne sur le schéma comme échelle un carreau pour 4 cm, il faut placer le foyer image à 3 carreaux du centre optique. Quant au foyer objet, il se trouve à la même distance du centre optique, puisque par définition, il est le symétrique du foyer image. On le place donc lui aussi à 3 carreaux du centre de la lentille, mais de l'autre côté. Deuxième question, on vous demande de construire l'image A'B'. Vous commencez à en avoir l'habitude, on va utiliser les rayons particuliers pour trouver le point image B'. Commençons par le premier rayon particulier qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Traçons ensuite le rayon particulier parallèle à l'axe optique qui, en sortant de la lentille, va converger vers le foyer image. Nous avons à présent déjà l'intersection des rayons et nous savons déjà où se situe le point image B'. Mais encore une fois, nous allons tracer le dernier rayon particulier pour vérifier que nos tracés sont suffisamment précis. Il passe lui par le foyer objet et en sortant de la lentille, il se retrouve parallèle à l'axe optique. Si nos tracés sont suffisamment précis, il va couper les deux autres rayons au même endroit. Le point objet A', lui, va se trouver en remontant du point B' jusqu'à l'axe optique et en le coupant perpendiculairement. Maintenant que nous avons obtenu notre image, on nous demande de mesurer plusieurs grandeurs, à commencer par la mesure algébrique de AB, donc la taille de notre objet. Il fait exactement 2 carreaux, et puisque un carreau correspond à une taille de 4 cm, notre objet AB mesure 8 cm. La distance OA, quant à elle, c'est la distance qui sépare l'objet AB du centre de la lentille, O. On compte ici 7 carreaux entre les points O et A. Cette distance, elle est donc de 28 cm. On donnera comme mesure algébrique moins 28 cm, puisque toutes les distances qui se trouvent à gauche de la lentille ou en dessous de l'axe optique sont négatives. Pour la mesure de l'image A'B', nous comptons 1 carreau et demi, soit 6 cm, puisque 1,5 x 4, ça fait 6. L'image étant renversée, le point B' se trouve en dessous de l'axe optique et par conséquent on donne comme mesure algébrique moins 6 cm. Enfin, dernière mesure, la distance qui sépare l'image du centre optique, OA'. Cette distance, elle sera positive puisque nous sommes à droite de la lentille. Et si on était suffisamment précis dans nos tracés, on trouve que l'image, elle est à 5 carreaux plus 1 quart de carreau du centre optique. Elle est donc éloignée de 5,25 carreaux, ce qui correspond à une mesure algébrique de 21 cm, en considérant l'échelle utilisée. Une distance algébrique positive, toujours, puisque nous sommes à droite de la lentille. Grâce à toutes ces mesures, nous allons pouvoir déterminer le grandissement de l'image, qui est donné soit par le rapport A'B' sur AB, donc la taille de l'image sur la taille de l'objet, soit par le rapport OA' sur OA, donc la distance entre l'image et le centre optique divisée par la distance entre l'objet et le centre optique. Et que l'on choisisse de diviser moins 6 par 8 ou 21 par moins 28, on va se retrouver avec le même résultat, à savoir un grandissement gamma qui vaut moins 0,75. Et même si cela ne nous est pas demandé dans l'énoncé, on peut dire que puisque le grandissement il est compris entre moins 1 et 1, l'image elle est réduite par rapport à l'objet. Et puisque le grandissement il est négatif, l'image elle est renversée par rapport à l'objet. Ce que nous avons bien vu au moment de la construction de notre image avec un point B' qui se situait en dessous de l'axe optique. Passons au dernier exercice sur un projecteur de diapositives, l'ancêtre en quelque sorte des vidéoprojecteurs d'aujourd'hui. Pour s'en servir, il fallait développer des mini-photos, des diapositives que l'on disposait dans l'appareil près d'une lentille et qu'on allait projeter en grand sur un mur. On vous donne dans l'énoncé quelques mesures comme la taille de la diapositive à projeter, une photo d'environ 2 cm donc, ainsi que la position où doivent être l'objet et l'image pour le bon fonctionnement du projecteur. Mais on vous demande finalement de construire sans souci d'échelle une image A'B' obtenue à travers une lentille mince.
Vous pouvez donc reproduire le schéma de construction que nous avons vu en cours avec les rayons particuliers qui permettent d'aller déterminer où va se trouver le point image B'. Nous avions alors bien une image renversée. En réalité, dans le projecteur, on insère des mini-photos à l'envers dans l'appareil pour aller les projeter à l'endroit sur le mur. L'image, bien sûr, elle est agrandie puisqu'on ne va pas s'amuser à projeter une image de 2 cm. Ensuite, on va vous demander de calculer le grandissement de l'image en utilisant cette fois-ci les données de l'énoncé. Le grandissement qui, comme nous l'avons vu, peut se calculer de deux manières, soit en divisant la taille de l'image par la taille de l'objet, soit en divisant la distance entre l'image et la lentille par la distance entre l'objet et la lentille. Et ici, nous ne connaissons pas encore la taille qu'aura l'image projetée. On divise donc la distance entre l'image et la lentille, OA', qui est de 5 mètres, puisque notre image elle est projetée sur un écran qui est situé à 5 mètres du projecteur. Et on divise donc par la distance OA, qui sépare notre objet, la diapositive, de la lentille à l'intérieur du projecteur. Donc une distance de 8 cm, comme c'est écrit dans l'énoncé, ou encore une mesure algébrique de moins 8 cm, puisqu'on se trouve à gauche de la lentille. Et attention ici, on ne peut pas diviser des mètres par des centimètres, cela n'aurait pas de sens. Il faut bien mettre nos deux mesures dans la même unité. En mètres, pourquoi pas, pour avoir une valeur cohérente pour notre rapport. Et en divisant 5 par 8 fois 10 puissance moins 2, puisque 8 cm c'est 8 fois 10 puissance moins 2 mètres, on obtient un grandissement de 62,5, ce qui signifie que l'image que l'on projette sur le mur, elle sera 62,5 fois plus grande que notre objet. Et d'ailleurs, pour la dernière question, on nous demande de calculer la taille réelle de notre image. Donc quelle sera la taille de l'image de la photo que l'on projette sur le mur. Ce qui est assez simple étant donné que nous avions déjà calculé le grandissement à la question précédente. Puisque le grandissement est de 62,5, l'image sera 62,5 fois plus grande que l'objet. Donc elle aura une taille de 1500 mm, soit 150 cm, ou encore une taille de 1,5 m pour notre projection. Et voilà qui conclut la correction de nos 18 exercices sur la lumière, un chapitre intitulé Vision et images au lycée en classe de seconde.